Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce sprint 49 qui a commencé le 1er avril et qui se termine aujourd'hui le 6 mai. Le sprint précédent c'était partenaire particulier. On avait amélioré la page partenaire. Ce sprint est consacré à l'open access avec un titre un peu accrocheur, miroir miroir, dis-moi qui est le plus beau. Et parce que en fait, on a consacré un article de blog d'ailleurs à ce sujet. Il faut que je... Voilà, ça met un peu de temps. Pour présenter en fait notre mise en place d'un serveur miroir pour UnPaywall. Donc ce sera le thème du sprint qui sera présenté essentiellement par Léo tout à l'heure, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Nos sections traditionnelles, communication, avec notre nouvelle pratique des formations, la section analogiste dont nous parlera Fred, la partie production avec Laurent qui nous dira les actions courantes, et puis cette grosse opération qui est bien avancée de migration des OS du cluster EasyMeasure. La partie donc consacrée au thème du sprint sur ZMeta avec UnPaywall, la charge du cluster avec Gatling, et puis en bonus une interface d'enrichissement Easy UnPaywall qui pourra être très pratique. Notre section habituelle sur EasyMeasure avec l'arrivée d'un stagiaire, donc Benoît se présentera et nous dira ce sur quoi il va travailler. Rapidement, c'est améliorer le service reporting avec l'aide de Steven, et puis on passera en revue des tableaux de bord qu'on met en place en ce moment avec le service Portail. Tableau de bord aussi présenté aussi par Fred, et puis on terminera la partie EasyMeasure par le travail de la commande EasyMeasure Admin avec Steven, cette commande qui va nous servir à la fois en interne et qui sera aussi livrée dans le pack Readmetrics. Et en fait, Thomas terminera en nous parlant de la poursuite de notre campagne de prise de contact avec les interlocuteurs européens de type consortium. Voilà pour le sommaire. Donc en termes de communication, on a eu 6 nouvelles installations au cours de ce sprint, et c'était vraiment très divers, hein. Ça va de Hong Kong, Thaïlande jusqu'à Clermont, et puis le Kenya, l'Australie. On a eu 6 supports mutualisés donc dans ce nouveau format. Ça a donné lieu à 9 heures de support. Voilà, on n'a pas eu de gros feedback. On a eu 17 inscriptions, donc c'est souvent lié au fait qu'on fait des supports, hein. On est à 452 utilisateurs actuellement sur EasyMeasure, enfin utilisateurs enregistrés. Voilà, je te passe la main Fred pour que tu nous parles de la formation Urfist que vous avez fait avec Thomas. Je vais plutôt laisser Thomas commencer, comme ça il fera l'introduction sur le fait qu'on ait fait cette formation pour les urfistes, et puis moi je pourrais donner des chiffres ou le nombre des participants, enfin compléter en fait. Si tu es d'accord, Thomas. Ouais, c'est bien, c'était juste le temps de trouver le bouton pour allumer mon micro. En fait, voilà, c'est la deuxième salve de formation qu'on a accepté d'assurer. C'est une formation qui tourne, qui s'articule en 3 temps. Donc, on a un temps counter en début de session, un temps EasyParse Analogist en deuxième partie, et puis en troisième partie, on bascule sur EasyMeasure. Une fois que les stagiaires et nos élèves pour la journée ont la tête bien farcie de e-counter et des événements de consultation EasyParse. Et on plonge dans le bain EasyMeasure avec le principe de fonctionnement, les visualisations, la manipulation des tableaux de bord. Et puis on démystifie un peu tout ça pour que tout le monde se sente à l'aise pour commencer à utiliser l'outil en grandeur nature dans son établissement. Donc là, cette formation de Chris, c'était la deuxième en un mois. On espère que ça va pouvoir être conduit parce que ça nous paraît un bon format. Donc ça se passe sur 2 fois 2 heures en distanciel complet avec une vingtaine de participants. On pense que c'est une bonne dimension.
Et puis, les retours qu'on a des collègues sont plutôt positifs. On voit énormément d'inscriptions sur EasyMesure après ces formations. Et puis, visiblement, ça débloque aussi dans certains établissements l'acte de faire installer pour de bon EasyParse, ou alors l'acte de le mettre à jour et de l'automatiser pour commencer à reverser des données dans EasyMesure. Donc on est très content d'accueillir des établissements qui étaient intéressés depuis longtemps mais qui n'avaient pas franchi le pas et qui grâce à ces formations, le font. Donc voilà, on vous encourage à solliciter vos urfistes ou vos organismes de formation en établissement. Et nous, on répondra par la positive aux prochaines demandes, parce que là, il me semble qu'on a atteint une sorte de format qui marche bien, quoi, et dont on sent, et Fred et moi, que ça répond correctement. Ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas avec les formations complètement en distanciel qu'on a assurées ces derniers mois. Donc là, je pense qu'on est sur un bon format et que ça bénéficie bien aux collègues et aux équipes dans les établissements qui prennent le temps avec nous de ces 2 fois 2 heures de formation. Fred, si tu veux ajouter quelque chose? Oui, justement, par rapport au retour, donc on a eu des retours qui étaient très positifs et on nous a même suggéré d'un petit peu plus axer sur la manipulation dans EasyMesure l'après-midi. Hein, je crois que c'était dans les retours. Donc on va, avec Thomas, on va un petit peu se recentrer aussi à ce niveau, enfin, justement par rapport à ce retour pour encore améliorer cette formation. Et puis, comme disait Thomas, au niveau donc des nouveaux qui viennent de s'inscrire dans EasyMesure, on a l'ENS Lyon qui viennent de déposer et Yannick et Steven ont créé un nouvel espace pour cet établissement. Donc c'est des retours très positifs. Et puis je vais peut-être enchaîner avec les supports mutualisés. Donc on a mis en place au sprint dernier ces nouveaux supports mutualisés. Donc on a fait un agenda annuel, donc avec toutes les dates que l'on propose pour ces supports. C'est en moyenne 2 fois par mois avec un format de 90 minutes et au maximum 10 candidats, enfin pas des candidats, des participants. Donc on a déjà pratiquement bouclé les supports jusqu'aux grandes vacances, en sachant qu'on a des thèmes bien précis à chaque support. Lundi, on a fait donc ce premier support avec Dominique parce que Thomas n'était pas disponible. On a travaillé sur les tableaux de bord pour les correspondants, donc création de visualisation et mise à jour des tableaux de bord. Il y avait 9 participants, ça s'est très bien passé. Et puis on se rend compte, comme disait Dominique, qu'il y a beaucoup d'inscriptions suite à ces supports et surtout que les correspondants déposent plus et s'attellent à automatiser leur versement. Voilà. Donc le prochain support, ce sera le 17 mai et ça concernera les analyses de plateforme. On en reparlera en fin de sprint review. Donc Dom en parlait tout à l'heure, on a publié donc un article conjointement écrit avec Dominique, Thomas, Léo et moi-même, un article de longue haleine qu'on a commencé au mois de mars parce qu'on était dans le lancement donc du miroir and paywall que Léo va vous expliquer tout à l'heure. Donc on a rédigé un article qu'on a diffusé en interne et en externe pour justement vous expliquer pourquoi on s'était lancé dans ce projet, et dans ce projet qui est maintenant dans l'écosystème EasyParse, EasyMesure. Et donc voilà, cet article, je vous invite à le découvrir pour mieux comprendre pourquoi on a développé un Easy and Paywall à l'INIST. Tu voulais compléter, Dom? Non, très bien, je te laisse enchaîner si tu veux. D'accord, Pour la partie analogie, parce que c'est toi aussi. D'accord, alors j'enchaîne avec Analogis. Donc avec des métriques, donc nous avons atteint 373 parseurs donc intégrés dans EasyParse. Il y en a 8 de nouveau depuis le sprint précédent. Au niveau des partenaires qui utilisent donc ces parseurs, il y en a 199 qui sont utilisés par nos partenaires qui déposent dans EasyMesure pour l'année 2021 jusqu'au mois d'avril. Et puis on vous invite vraiment, on le rappelle régulièrement, c'est de mettre à jour votre instance locale
et de vérifier le redémarrage aussi de l'instance pour bénéficier de toutes ces mises à jour que nous faisons tous les mois dans les journées parseurs. Donc, on vous invite à faire ce retraitement 2 fois par an. Et justement, donc, on va évoquer les journées parseurs de ce sprint dans le slide suivant. Ah, ben non, je suis un petit peu en avance. Donc, en fait, ce sont les chiffres EasyMesure. Les chiffres EasyMesure, donc, pour 2021, on est à 53 millions d'événements de consultation déposés, avec donc ces 199 parseurs qui sont actifs pour l'ensemble de l'ESR. On se rend compte que la plateforme qui est la plus consultée actuellement, c'est Istex. Et ensuite, c'est Cyberlibris, Kern, Dalos. Et Laurent posait la question tout à l'heure, on va en parler. C'est la plateforme NCBA qui remonte à la 5e place suite donc à une mise à jour qu'on va vous expliquer ensuite, qui fait monter les chiffres dans BIPS NRS et aussi pour l'ensemble des utilisateurs de cette plateforme. Et en numéro 6, on a Science Direct. Alors les journées parseurs, pendant ce sprint, on a travaillé sur des mises à jour sur la plateforme SAE Mobilius, qui est une plateforme qui est en test pour le portail BIPS NRS. On avait développé un parseur avec des articles, et puis Xavier Launois, qui participe beaucoup avec l'équipe EasyMesure, nous a donné donc des URL de consultation pour des books. Donc on a mis à jour ce parseur et je pense qu'il est un peu plus complet maintenant. On a travaillé sur NCBA, je vais en parler juste après, et l'Armatech et Dross, qui est une plateforme de licence nationale qui n'était pas encore intégrée dans EasyParse. Alors justement, le focus pour la plateforme NCBA, donc notre collègue Carole Bruno du CHU de Lyon a rajouté dans Analogis 2 analyses de consultation search, donc des recherches sur à la fois l'ensemble des bases de PubMed et également sur les consultations PM, je sais PubMed, je sais plus, il y a une autre base particulière. Et donc, il y a 2 analyses qui ont été faites de search. Et on s'est rendu compte, donc, en mettant à jour le parseur et en intégrant ce parseur dans EasyParse, qu'au niveau BIPS NRS, on s'est retrouvé avec une augmentation, je dirais, foudroyante, que vous pouvez voir à droite dans le graphique, donc EasyMesure, où on voit la montée en flèche des consultations. Suite, eh bien, on se rend compte que ces consultations, c'est en grande partie dû à ces searches qui ont été rajoutés dans le parseur. Voilà. Avant, on comptait pas les searches, maintenant on les compte et on s'aperçoit qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que ça fait augmenter le total de BIPS NRS et d'autres établissements qui utilisent NCBA, notamment je pense à l'INSERM. Donc après, il y aura toujours moyen de discuter, pour savoir est-ce que ces searches, on doit les faire apparaître dans le tableau de bord hebdomadaire qui est envoyé en interne à l'INIST. Ça, c'est des questions qu'on pourra toujours discuter, soit pendant cette sprint ou lors d'une réunion, si vous le souhaitez. Et là, c'est un effet de bord de mise à jour des parseurs auquel on n'est pas habitué parce que c'est la première fois que ça nous génère autant de consultations en plus, alors qu'habituellement c'est quelques pourcents. Là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et donc là, je vais donner la parole à Laurent Pelletier pour la production. Bonjour à tous. Alors, au niveau de la production des actions courantes, donc les traitements quotidiens. Donc là, à noter que sur ce sprint-là, il n'y a eu qu'une seule reprise sur les traitements quotidiens, grâce à un travail de Nianik qui a amélioré l'accès à Crossref. Et donc, en fait, on n'a pas eu d'incident de perte de connexion avec Crossref, ce qui arrivait assez régulièrement. Hein, c'est ça qui occasionnait souvent les reprises. Alors que là, il y a eu juste un traitement, c'était une copie de log qui s'est mal déroulée, et ça n'avait rien à voir avec Crossref. Donc là, une bonne amélioration des traitements quotidiens.
Et puis, deuxième action sur les traitements quotidiens, une restauration de l'environnement d'intégration. Bon, voilà, suite à une perte de données, donc on a fait une restauration, ça a coûté 2 heures de travail, mais tout est revenu dans l'ordre. La réunion mensuelle, donc on fait une réunion mensuelle entre l'équipe de prod et puis l'équipe EZ Pars, donc elle a eu lieu le 24 avril. Donc sur ce point-là, il y a eu une réflexion sur l'alimentation quotidienne des machines d'intégration pour permettre aux développeurs d'avoir un environnement d'intégration plus proche de la production. C'est-à-dire en fait le but c'est d'alimenter régulièrement même les machines d'intégration pour permettre d'avoir un état qui soit proche de la production, sans mettre toutes les données de la production, mais des données à jour en fait. Voilà, c'est ça surtout l'essentiel. Et donc ça, c'est une étape qui est importante et nécessaire pour pouvoir envisager le déploiement continu, par exemple. Donc ça qui est essentiel dans la chaîne de vie de l'application, qui permettrait, une fois que les développements sont faits, de les pousser tout de suite sans autre intervention sur l'environnement d'intégration. Donc ça améliorerait grandement l'efficience de l'équipe. À noter aussi donc dans cette réunion donc une avancée importante sur la brique EZ on-Paywall, hein, on en a parlé un petit peu, on va encore en parler après. Donc des avances importantes au niveau du développement, donc là c'est Léo qui en parlera tout à l'heure, et aussi donc au niveau du déploiement de cette brique-là sur l'infra. Et donc là on est prêt à la déployer en production, ce qui devrait arriver du coup je pense dans le prochain sprint, on en parlera tout à l'heure. Alors deux autres petits points, si vous regardez le schéma, il y a des petits fichiers qui sont verts. Donc il y en a un sur BIP CNRS OA. Donc là, c'est pour signifier qu'il y a eu des modifications au niveau du filtre de sélection. Donc ça, Dominique en parlera tout à l'heure d'ici quelques diapos. Et puis Click and Read, donc tout en bas, qui va être une chaîne qui va être mise en production. Donc il y a déjà une petite partie qui a été faite, c'est la recopie de Click and Read sur la machine VPEZ Parse, donc la première flèche en fait. Donc cette partie-là est faite. Et c'est pareil, Dominique parlera de la suite, donc le traitement dans EZ Parse et puis l'intégration dans EZ Mesure, qui sont quasiment prêtes, et c'est pareil, qui vont tomber en production au cours du prochain sprint a priori. Donc voilà, c'est tout pour celle-là. Si tu veux passer à la diapo suivante. Alors, autre grosse opération qui a lieu en ce moment sur la galaxie EZ Mesure, donc c'est le changement d'OS. Donc on passe de Ubuntu 16 à Ubuntu 18. Donc là, ça a concerné sur ce sprint-là 3 machines du cluster EZ Mesure. Donc c'est ce qu'on a à gauche, on est passé à ce qu'on a à droite. Alors 3 sur les 4, puisqu'il y en a déjà une qui est en 18. Donc l'opération a eu lieu les 26 et 27 avril, et c'est à noter sans interruption de service. Concernant cette migration, donc il reste une seule machine EZ Mesure à migrer, hein, c'est celle qu'on voit donc dans la partie qui est notée après la machine qui est sur la gauche. Donc c'est une machine qui contient l'ensemble des parties applicatives, et l'occasion de son passage de Ubuntu 16 à Ubuntu 18 va nous permettre en fait de répartir l'applicatif sur 4 machines. Donc c'est ce qu'on voit en bas du schéma dans Reste à faire. Donc cette répartition, c'est surtout pour faire une répartition de charges, et ce qui va permettre de sécuriser l'application. Et autre point, une fois que cette partie-là sera faite, on pourra envisager de passer à d'Elastic 7.4, qui est la version aujourd'hui, à Elastic 7.10, voire 12, puisqu'il y a la 12 qui est en ligne en ce moment. Et ce changement va permettre d'amener la gestion de rétention des sauvegardes au niveau d'Elastic. Aujourd'hui, la rétention, elle est manuelle, donc il y a une opération manuelle pour supprimer les anciennes sauvegardes. Et là, ça sera automatique, donc ça va également amener de la sécurité au niveau de l'application. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Laurent. Alors, voilà. On aborde la section EZ Meta, et donc en particulier cette partie que j'évoquais sur la mise en place du miroir on-Paywall, et je passe la main à Léo. Oui,
Alors bonjour tout le monde, le micro doit être bon maintenant. Oui. Alors, au cours de ce sprint, nous avons continué l'intégration de d'Easy Paywall avec des essais de l'utilisation de cette API pour les traitements EasyParse. Parce que pour rappel, EasyParse, l'un de ses principaux objectifs, c'est d'alléger la charge de Crossref, puisque actuellement Crossref est très sollicité et cela a pour conséquence que ses temps de réponse sont très longs et donc ça ralentit les traitements EasyParse. Unpaywall. Donc dans C'est Unpaywall. EasyParse, j'ai confondu. Donc dans les essais que j'ai effectués, j'ai utilisé un échantillon qui provient des logs de BIP CNRS, donc d'environ 50 000 lignes, comme on peut le voir sur les captures d'écran, que j'ai fait lire par EasyParse. Donc dans le premier essai, celui qui est en haut, j'ai utilisé la configuration de base d'EasyParse, donc celle qu'utilise Crossref par défaut. Et donc sur cet échantillon, on peut voir qu'on a environ 2900 EC, et que dans ces EC-là, on a réussi à enrichir 1247 EC avec des titres de revue. Mais ça a duré 5 minutes. Et donc, à noter que c'est déjà arrivé que les traitements, ça varie beaucoup. C'est déjà arrivé que j'ai eu 10 minutes pour cet échantillon-là. Le temps de traitement est très variable, ça dépend de la disponibilité de Crossref. Donc pour le deuxième essai, celui qui est en bas, j'ai utilisé une autre configuration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le middleware Crossref et j'ai utilisé cette fois le middleware Easy Paywall. Et donc sur les 2900 EC, cette fois il y en a 1037 qui ont été enrichis avec le titre de revue. Et le temps de réponse est de 10 secondes. Donc ce qu'on peut déjà déduire avec ces deux essais, c'est que les données Paywall, en tout cas sur cet échantillon-là, recouvrent 75% des données de Crossref. Mais il faudra voir ce que ça donne sur de plus gros échantillons. C'est la slide suivante. Donc j'ai réalisé un troisième essai qui cette fois va combiner le middleware Easy Paywall et Crossref, sachant que dans l'ordre des middleware, Easy Paywall va se placer avant Crossref pour justement essayer de moins solliciter Crossref. Donc sur tous les EC qu'on a récupérés, cette fois on en a 1250 qui ont été enrichis avec le titre de revue en environ 4 minutes 20. Donc avec ce troisième essai, on observe que premièrement, Unpaywall possède quelques infos que Crossref n'a pas. Sur ces échantillons-là, c'est 3 titres en plus. Mais le traitement reste quand même aussi long. Bon, pas non plus autant que si on avait uniquement Crossref, mais ça reste quand même 4 minutes 20. Donc il va falloir qu'on retravaille le middleware Crossref pour essayer d'encore moins le solliciter, ou également essayer de plus interroger Paywall, puisque dans ces données, on a d'autres identifiants qui pourraient être interrogés, l'ISSL, l'ISNB ou le PMHID, qui pourraient également nous aider à obtenir des données à enrichir. Donc ce sont encore des pistes qu'il faut qu'on explore. Donc voilà sur la poursuite de l'intégration de Easy Paywall. Alors la deuxième partie, c'est les tests de charge du cluster avec Gatling. Donc pour éviter que Easy Paywall devienne aussi lent que Crossref si jamais il est autant sollicité que lui, on lui a fait subir des tests Gatling. Donc pour l'instant, la machine où est hébergé Gatling n'est pas assez puissante pour faire tomber le serveur. Donc c'est déjà bien, mais on n'a pas pu mesurer la charge maximale. Mais on a quelques chiffres qui montrent qu'Easy Paywall tient bien la charge. Donc pour mes tests Gatling, j'ai essentiellement utilisé des requêtes par paquet de 1000. Donc c'est les requêtes qui sont utilisées principalement par le middleware EasyParse. Donc c'est une requête qui fait partie des scénarios un des scénarios que j'ai réalisé. Donc c'est les requêtes par paquet. Et donc, on sait que ces requêtes ne vont pas dépasser plus de 2 secondes de temps d'exécution lorsqu'on effectue 533 requêtes par seconde. Donc c'est déjà très bien. Et ça correspond théoriquement à 550 traitements EasyParse simultanément, avec des fichiers qui contiendraient beaucoup de DOI. C'est pas toujours le cas. Mais on peut pousser plus loin, mais dans ce cas, le temps de réponse, il va dépasser 2 secondes. Ça reste quand même beaucoup plus rapide que Crossref, puisque, à titre de comparaison, le temps de réponse de Crossref minimal, entre guillemets, c'est de 10 secondes. Mais dans le cas où il est beaucoup sollicité, ça peut aller à 1 minute. Donc avec la machine Gatling actuelle, j'ai poussé le test pas aussi loin que j'ai pu, mais j'ai été limité parce que j'ai été limité par la performance de la machine. En l'occurrence, c'est la RAM qui manque. Donc je suis allé jusqu'à 2333 requêtes par seconde, donc ça fait à peu près plus de 2000 traitements EasyParse simultanément. Mais le serveur Easy Paywall n'est pas tombé. Donc il arrivait quand même à répondre. Et donc une fois qu'on aura une machine plus performante, on pourra voir
à combien de traitements EasyParse simultanément EasyNPWall va tomber sous les tirs de Gatling. Donc voilà, donc là j'en ai terminé avec Gatling. Maintenant on va passer à la partie interface d'enrichissement de ZNPWall. Donc sur ce schéma, ça schématise l'ensemble du projet NPWall. Donc on peut voir qu'en plus de la commande de l'API du cluster ZMeta et son Kibana, vient se rajouter l'interface EasyNPWall, donc que j'avais très vaguement présenté lors de la dernière revue de sprint avec un grand GIF. Et donc on va voir plus en détail ses fonctionnalités. Donc premièrement, on a sur la page d'accueil une carte d'information qui va indiquer aux utilisateurs si les données d'NPWall sont en train de se mettre à jour ou non. Ce serait dommage de enrichir son fichier si la base de données est à jour. Donc si c'est le cas, on a accès aux détails des informations sur le temps qui s'est écoulé, le pourcentage, quel fichier s'insère, etc. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était une fonctionnalité qui existait déjà sur la première homepage, mais dont j'ai amélioré l'affichage. Passer à la suivante. Ça lag un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué, non. C'est bon, c'est celle-là? Non, c'est celle d'avant. Il faut que tu arrives à la slide. Ouais, 22. C'est bon là? Ouais. Donc en deuxième partie, donc c'est la fonctionnalité la plus importante, c'est la fonctionnalité d'enrichissement. Donc cette fonctionnalité va permettre d'enrichir des fichiers CSV ou JSON-line qui contient un champ DOI, comme le fait la commande EZU. Donc j'ai fait en sorte que ça ressemble beaucoup à EasyParse pour pas dépayser les futurs utilisateurs. Donc comme pour EasyParse, on a trois parties. Premièrement, la sélection des fichiers, ensuite les paramètres et enfin le processus d'enrichissement. Donc pour la sélection des fichiers, pareil comme EasyParse, on peut glisser-déposer le fichier ou le sélectionner via un explorateur de fichiers. Pour le paramétrage, on va indiquer les attributs que l'on veut enrichir, que l'on veut voir dans le fichier. Donc j'ai rajouté une petite bulle d'information à droite de chaque attribut pour indiquer à quoi sert cet attribut si le nom de l'attribut n'est pas clair. Et une fois qu'on a mis le fichier qu'on voulait enrichir et les attributs qu'on veut voir dans l'enrichissement, on va lancer le processus. Et lors du lancement du processus, donc on a les informations sur l'état du traitement. Et une fois le traitement terminé, on peut télécharger le fichier enrichi. C'est la slide suivante. Donc à noter que j'ai mis une petite bulle d'aide lors de la sélection du fichier, donc qui vous dirigera vers un lien de fichier d'exemple si vous voulez tester l'enrichissement. Donc on en a un en type CSV et un en type JSON-line. Donc pour conclure sur le travail de l'interface, donc on a encore du travail à faire pour faciliter l'utilisation de cette interface, mais on est quand même bien avancé et on vous informera une fois que l'interface sera déployée. Et pour rappel, j'ai mis le lien de l'article de blog dans le BBB, donc si vous voulez voir plus en détail ce qui est fait dessus, vous pourrez regarder. Merci Léo, c'était très intéressant et on se propose, s'il nous reste du temps, de faire une démo en live en fait à la fin de la présentation. Donc là on aborde la partie EasyMesure. Donc les évolutions autour d'EasyMesure, comme je l'ai évoqué dans la présentation, nous accueillons en fait Benoît Nicole qui est en stage de deuxième année et qui va nous expliquer en quoi consiste son stage parce que il est là depuis le 12 avril et il a déjà commencé à travailler. Exactement. Donc bonjour à tous. Je suis en stage à l'INIST pour 10 semaines au total, donc comme l'a dit Dominique depuis le 12 avril. Et l'objet de mon stage, en fait, ça va être d'améliorer le service reporting d'EasyMesure en intégrant la librairie graphique Vega, et notamment Vega Lite, donc qui est une version plus soft de Vega et qui pourrait être utilisée dans ce cas-là. Donc cela présentera deux avantages majeurs à terme. Donc le premier, c'est qu'on pourra maîtriser en fait l'arrangement des visualisations dans un onglet d'EasyMesure. Et on pourra également du coup se passer de Kibana en fait pour l'affichage des tableaux de bord
à transformer en PDF, donc ce qui est intéressant justement parce que Kibana est plutôt rigide de ce point de vue-là, d'où l'intérêt. Donc je travaille principalement avec Steven Wilmut, qui lui a développé le service reporting, donc qui peut justement m'aider précisément sur comment intégrer donc mon stage. Et donc je suis actuellement en 4e semaine de stage, et j'ai déjà pu en fait réaliser l'installation d'une stack Readmetrics sur mes 2 postes, donc personnels et professionnels, qui sont configurés en WSL2, donc Linux Windows. J'ai pu aussi donc m'intéresser plus précisément à Vega en regardant des exemples de code de diagrammes, donc de Vega et de Vegalite. Et j'ai pu réaliser une première page HTML qui intègre des diagrammes Vega et qui a pour but en fait de créer des vues HTML avec des diagrammes Vega. Donc vous pouvez constater donc dans le schéma qui se trouve à droite, donc j'ai résumé en fait l'intégration de mon stage dans le projet EasyParse EasyMeasure. Donc lorsque des chercheurs consultent le portail BibCNRS, cela génère des fichiers de log de consultation. Ils sont donc traités par le logiciel EasyParse. Ça génère des événements de consultation qui sont traités par EasyMeasure et qui sont visualisés en fait sous forme de tableau de bord. Donc tout ça a été résumé dans un rectangle Readmetrics, car c'est justement ce que j'ai utilisé pour installer EasyParse et EasyMeasure. Et donc dans EasyMeasure, il y a le service reporting, donc qui m'intéresse justement dans le stage, et justement de manière périodique. Donc à partir de ce service reporting, il y a des rapports qui sont envoyés par mail aux administrateurs de portail. Et dans ces mails, justement, il y a un PDF qui est envoyé, donc qui en fait est constitué du tableau de bord. Donc pour l'instant, il est fait à partir de Kibana, et l'objectif justement, ce sera de se passer de Kibana et d'intégrer directement les diagrammes Vega à l'intérieur. Donc pour avoir une plus grande possibilité d'action. Voilà pour moi. La partie de Steven, qui va nous parler de la commande EasyMeasure Admin, donc une commande qui est destinée à administrer un peu toutes les actions de gestion autour d'EasyMeasure. Oui, pas que dans EasyMeasure, puisque Dominique l'a dit au début, ça sera incorporé dans le pack Readmetrics. Donc la commande a subi une grosse modification. On a changé la dépendance qui gérait les commandes pour rendre les commandes plus simples à utiliser par, on va dire, des sortes de mots-clés. Donc on a fait la documentation qui est disponible pour tout le monde sur le GitHub. Donc on peut retrouver ici 2 captures d'écran. Donc là, la première, ça va être le fichier normal d'un dépôt GitHub, où on aura les prérequis, comment installer la commande, comment l'utiliser, les options globales à la commande, et les commandes sous-jacentes. Donc par exemple, on va retrouver une commande de counter 4, counter 5, une commande pour gérer les établissements, pour le reporting, pour les sushis. Donc sur cet exemple, on voit que j'ai entouré la commande sushi, et quand on clique dessus, ça nous renvoie vers un fichier dans un document doc qui est dédié à cette commande précisément, qui va nous donner plus de détails, tels que les commandes, on va dire les commandes phi à cette commande sushi. Donc on va retrouver add, delete, export, import, etc. Avec une courte description, et on aura le détail des commandes. Par exemple, pour la commande d'ajout, donc add, on aura les options utilisées par cette commande ainsi qu'un exemple. Une seconde documentation a été écrite pour la commande EasyMeasure Admin, mais pour cette fois-ci pour un usage en interne.
Donc on va retrouver une table des matières, des prérequis. Donc là, on va voir qu'il nous faut une instance EasyMesure disponible et viable, des versions de Node.js puisque c'est une commande en Node.js. Et c'est un peu plus détaillé sur la configuration, l'utilisation des commandes et les commandes qui seront utiles pour faire de la, on va dire de la surveillance de. Le terme surveillance, c'est peut-être un peu mal choisi, mais c'est pour surveiller surtout que les reporting, les envois de reporting se passent bien, ou que les identifiants sushi fonctionnent encore, pour voir si on n'a pas de soucis là-dessus. Toute la partie administration autour d'EasyMesure C'est ça, en une partie mode administration. commande. Voilà. Pouvoir installer des routines de surveillance. Voilà. Et merci Steven. Et là, on va passer la main à Yannick qui va nous parler des progrès sur la gestion des membres d'établissement. Donc dernière chose sur EasyMesure, donc on a travaillé sur la gestion des membres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, au niveau des établissements, on demande à ce que chaque établissement ait des correspondants. Donc généralement un technique, un documentaire, voire un qui fait les deux, mais en tout cas il y a toujours un correspondant. Mais le truc c'est que dans un établissement, on peut avoir beaucoup plus de personnes en fait qui doivent avoir accès au tableau de bord. Et donc actuellement, c'est l'équipe qui s'occupe de gérer tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve assez régulièrement, vu qu'EasyMesure est de plus en plus utilisé, à avoir des mails de correspondants qui peuvent nous demander de mettre des dizaines de personnes, d'ajouter des dizaines de personnes dans leur établissement pour qu'ils aient les droits d'accéder au tableau de bord. Et donc, on a créé une interface dont le but va être de nous soulager à ce niveau-là, qu'on va permettre aux correspondants de pouvoir gérer eux-mêmes les membres de leur établissement et les droits qu'ils vont avoir sur leur tableau de bord. Donc, soit en lecture uniquement sur les tableaux de bord, ou soit en lecture-écriture pour pouvoir modifier les visualisations et les tableaux de bord. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc du coup, à partir du moment où on est correspondant, on va avoir accès à cette page dans la section non établissement, donc la page de gestion des membres. Donc à cet endroit-là, on va avoir la liste des gens qui sont membres de l'établissement et on va pouvoir voir également qui est correspondant technique et documentaire. Et donc, on va avoir un petit bouton qui va nous permettre de rechercher parmi les utilisateurs enregistrés dans EasyMesure. Et comme ça, on va pouvoir les ajouter dans les membres de l'établissement. Et à partir du moment où on fait ça, le membre va pouvoir accéder au tableau de bord et à l'espace de l'établissement, en sachant que, du coup, on peut lui donner en lecture ou en écriture. La limitation étant que on ne peut pas rajouter un membre dans un établissement s'il appartient déjà à un établissement. Et donc, on va pouvoir assez facilement, depuis cette interface, changer les permissions au besoin ou révoquer les membres s'ils quittent l'établissement, notamment. Donc voilà, interface relativement simple d'utilisation. Il faut savoir, donc cette interface n'est pas encore disponible. On est actuellement en cours de migration de nos machines, ce dont parlait Laurent tout à l'heure. Donc, il y a des migrations au niveau des machines qu'on doit terminer avant de pouvoir mettre cette nouvelle fonctionnalité en production. Donc, c'est quelque chose qui arrivera dans un futur proche. On vous préviendra de toute façon quand ce sera disponible, en sachant qu'il y aura un webinaire destiné à parler notamment de ça, entre autres. Voilà, on met à disposition des webinaires depuis le sprint 48 maintenant, si je ne dis pas de bêtises, en sachant qu'ils seront disponibles. La liste des webinaires est disponible dans le blog d'EasyParse, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et voilà. Merci Thomas. Les prochains rendez-vous, Frédéric? Oui, donc les prochains rendez-vous, donc la rubrique rendez-vous qui est dans le blog maintenant, donc vous donne toutes les dates des sprints jusqu'à la fin de l'année et de tous les supports et webinaires, comme disait Yannick, qui vont arriver bientôt avec
des thèmes précis comme mettre à jour ses coordonnées organismes dans EasyMesure, ça va être pour le formulaire qui sera en place prochainement. Enrichir les données en open access à partir d'un champ DOI, c'est ce qu'a montré Léo tout à l'heure dans son GIF, l'interface de Easy Unpaywall, pardon. Et puis saisir les identifiants éditeurs compatibles Sushi, c'est pareil, ça va être la suite du formulaire EasyMesure qui va venir d'ici l'automne 2021. Et puis, comme proposé Yannick aussi par rapport à l'administration des membres d'un établissement, on organisera un webinaire pour aider nos partenaires correspondants à gérer justement les membres de leur établissement. Donc tous ces thèmes de webinaire, ça sera des petits webinaires d'une demi-heure, puisqu'il n'y a pas besoin de prendre trop de temps là-dessus, mais ça permettra aux partenaires des établissements à ne pas se sentir bloqués justement dans l'administration de leurs données dans EasyMesure. Voilà. Et puis donc le GTI aussi, on en parle vite fait, c'est Jacqueline Gillet qui organise le GTI avec Thomas. Donc le 11 mai, le 11 juin et le 6 juillet, donc les prochains rendez-vous. Et puis, on va continuer avec la ligne de vie. Et là, c'est Dom qui va faire un petit bilan sur la ligne de vie Oui, 2021. en fait, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui reculent. Là, sur le slide, en fait, c'est le 24 juin, hein, la prochaine, c'est pas le 21, il y a une petite erreur, mais je corrigerai. Donc là, on a livré le miroir Unpaywall. Ce qui va arriver, c'est les nouvelles machines. C'est à partir des nouvelles machines, pas mal de choses du coup. Et puis ce qui va arriver aussi, c'est le produit minimal viable pour le reporting Vega, parce qu'à la prochaine revue, en fait, ça sera à la fin du stage de Benoît, donc je pense qu'il aura bien avancé et on sera capable de montrer déjà une première version. Donc voilà, avant les vacances, il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la ligne de vie. Et puis, je vais terminer avec justement les supports mutualisés dont je vous parlais au début de Sprint. Donc, ces supports de 90 minutes avec des petits groupes de 10 collègues. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 17 mai 2021 de 10h30 à 12h. Ce sera l'analyse de plateforme et les tests avec EasyLogger. Le 7 juin, ça va concerner la certification H et la certification P dans Analogist. Donc là, c'est pareil, on a pas mal de collègues qui sont intéressés. Et puis, la mise en place du reporting EasyMesure, là, le support a été complet en une journée, donc nous pensons en réorganiser un autre, soit avant les grandes vacances, soit à la rentrée. Et donc voilà, si vous êtes intéressé même en interne, parce que vous utilisez EasyMesure et que aussi vous souhaitez pourquoi pas faire des analyses de plateforme et des tests dans EasyLogger, n'hésitez pas à nous contacter. Pascal Viau donc de Istex nous a contacté et elle va participer au reporting EasyMesure parce qu'elle est correspondante pour Istex. Donc si vraiment ça vous intéresse et que vous travaillez avec nos outils, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir aussi de vous accueillir à nos supports mutualisés. Voilà, la page est dans le blog comme montre Dom. Voilà, il suffit de nous écrire et puis on organise ça ensemble. Ok, eh ben merci à tous. Donc c'est le moment des questions. S'il y a des questions, c'est le moment de prendre la parole, de vous manifester. Vous mettez une étoile dans la conversation, vous prenez la parole. Laurent, tu avais peut-être une question ? Oui, je voulais commencer par vous féliciter tous parce que c'était une très très belle revue. J'ai trouvé synthétique, précise, claire, comme souvent. Et c'est vraiment des exemples de revues à suivre. Je pense pour nos collègues aliénistes et peut-être même ailleurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Et vous avez eu le temps de réfléchir pendant que ça moulinait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais tous vous remercier. Je vous donne rendez-vous le 24 juin. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous poser des questions. Et puis nous, on vous tiendra au courant de notre progression.
C'est plutôt à nous de vous remercier. Merci à toute l'équipe pour le travail réalisé et pour cette belle présentation. Oui, merci à l'équipe. Merci beaucoup. Et puis bonne Merci. journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous.